Alors, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Julien Kirch-Gessner, qui est MCU-PH à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il est à la fois épidémiologiste et grand spécialiste des maladies inflammatoires intestinales. Il va nous parler d'un sujet difficile, celui des fistules anales de la maladie de Crohn, et sous l'angle particulièrement des biothérapies, sujet assez évolutif. Merci, bonjour à tous. Donc, je remercie Vincent, le comité scientifique, de m'avoir invité pour cette présentation. Mes conflits d'intérêts. Donc, tout d'abord, en introduction, vous savez, on a toujours ce plafond de verre dans la maladie de Crohn concernant l'efficacité thérapeutique, illustré par cette figure, où on voit depuis les années 2000 l'ensemble des essais de phase 3 en phase d'induction, donc à 3 mois, mais on a les mêmes résultats pour les phases de maintenance à 1 an, où on voit l'effet traitement et la tendance qui est illustrée par cette droite. On voit qu'elle bouge très peu, qu'elle est quasiment plate, qui veut dire que les nouvelles biothérapies ne sont pas forcément plus efficaces contre placebo que les anciens traitements. Et en termes de risque absolu, de bénéfices, on a quand même des taux qui sont faibles, comparés notamment aux autres maladies inflammatoires de type psoriasis. On voit qu'à la fin de la phase d'induction, à 3 mois, on a, en termes de rémission clinique, on a 30% des patients qui vont être en rémission, et à 1 an, on est autour de 40 à 60%. Et ça, c'est dans la population globale maladie de Crohn. Et quand on regarde dans la population plus spécifique des patients avec lésions anopérinales, on a des chiffres encore moins bons, même si on a peu d'essais contrôlés, randomisés. Dans les études observationnelles, on est autour de 30-40% de rémission à 1 an. Donc il y a vraiment un besoin qui est non couvert. Je vais d'emblée vous décevoir, on est en 2024, mais le traitement de première ligne, ça reste toujours l'infliximab, donc il n'y a pas grand-chose de nouveau pour la première ligne. Et c'est les recommandations européennes ECHO qui datent de 2020, mais qui sont toujours valides aujourd'hui, qui nous disent que c'est le bon traitement pour les formes anopérinéales, pour la phase d'induction et pour la maintenance. Et donc ça, c'est basé sur des études anciennes, mais qui restent les essais contrôlés randomisés de plus grands effectifs effectués dans cette population de patients avec maladie de Crohn anopérinéale. Notamment le deuxième essai, on avait 100 patients par bras avec un comparateur du placebo. Et on voit que les taux d'efficacité, donc là on est sur la guérison de la fistule, qui est dans la majorité des études anciennes évaluée par une absence d'écoulement après compression digitale. On voit qu'on est sur des taux, comme je vous ai dit, autour de 30-40%. Donc c'est le traitement qui paraît le plus efficace, mais on n'a pas atteint des chiffres qui sont satisfaisants pour nos patients. Un point important pour l'infliximab, c'est qu'il doit être optimisé très rapidement, notamment mettre une combothérapie. Pourquoi ? Pour avoir des taux résiduels élevés. Et je pense que c'est une des situations dans les MICI où on a le plus haut niveau de preuve pour dire qu'il faut avoir une stratégie proactive en termes de taux résiduels. Ça veut dire que doser les taux, même si le malade a une réponse, et essayer d'avoir un objectif thérapeutique avec des taux plus élevés que ce qu'on pourrait faire dans les formes luminales. Et donc c'est illustré par cette étude ici, qui est une étude transversale. Donc les patients étaient vus à un seul moment, 120 patients environ, traités par infliximab, 54% qui avaient une fistule guérie, qui était définie, c'est une étude rétrospective, donc sur des critères qui sont pas très robustes, l'absence de drainage sans cétone en place. Et ce qu'on voit sur la gauche, c'est que vous avez la population divisée en quartiles. Ce qui était intéressant ici, c'est qu'ils avaient tous une coloscopie à ce moment-là. Donc on peut comparer le taux nécessaire pour mettre le malade en rémission sur le plan luminal versus la rémission sur le plan anopérinéal. Et ce qu'on voit, c'est quels que soient les quartiles, vous avez en vert la rémission luminale, le mucosal healing. On a des taux de rémission qui sont plus importants pour la forme luminale comparé à la forme anopérinéale. Donc ça illustre bien qu'il faut avoir des taux résiduels plus élevés pour contrôler la maladie anopérinéale. Et sur la figure de droite, on avait les taux pour les patients qui avaient une guérison de la fistule versus ceux qui n'avaient pas de guérison, et on était autour de 15 microgrammes par millilitre. Donc moi, c'est ce que je viserais comme objectif thérapeutique, voire même un peu plus, mais c'est ce qu'il faut vraiment viser. Donc la combothérapie, la prolonger probablement dans cette population avec un immunosuppresseur de type azatioprine, et ne pas hésiter à optimiser si les taux restent en dessous de cette fourchette thérapeutique. L'adalimumab, il est possible comme alternative en deuxième ligne. Et là, on n'a pas forcément d'études comparatives, mais on avait une étude prospective bien conduite qui incluait 88 patients qui étaient en échec d'infliximab. Et là, on a aussi des taux
voyez, ils sont stratifiés dans cette étude sur les répondeurs, non-répondeurs primaires, donc ceux qui sont en échec d'emblée de l'infliximab, mais ils avaient inclus aussi des patients qui étaient intolérants, donc il y a une population un peu différente et qui répond mieux à un deuxième anti-TNF, versus ceux qui étaient non-répondeurs secondaires. Et on sait toujours que les non-répondeurs secondaires ont une réponse un peu meilleure au deuxième anti-TNF. Et on avait globalement des taux autour de 30-40% pour la guérison. Peut-être que les non-répondeurs primaires, sur une définition stricte, sont des patients chez qui il n'y a eu aucune amélioration sous infliximab. À mon avis, ce n'est pas forcément les meilleurs candidats à l'adalimumab. Peut-être qu'il faut plutôt viser une autre thérapie avancée qu'un deuxième anti-TNF. Un point important pour l'adalimumab, et donc ça, ce sont des données récentes, on n'avait pas les mêmes études que celles que je vous ai montrées avec l'infliximab concernant les taux résiduels, et donc ça a été publié il y a très peu de temps, où on est sur une cohorte de grand effectif, et le message, si vous avez les mêmes résultats qu'avec l'infliximab, il faut optimiser l'adalimumab assez rapidement, probablement en combothérapie dans cette population. Et là, le taux résiduel cible, il était autour de 12 microgrammes par millilitre. En tout cas, il faut être au moins au-dessus de 10 dans cette population si vous utilisez de l'adalimumab. Pour les autres biothérapies en dehors des anti-TNF, on n'a pas le même niveau de preuve qu'avec l'infliximab, avec des essais contrôlés. On a des cohortes observationnelles, notamment pour l'ustekinumab, avec des données qui sont assez encourageantes. Une étude française du GTED qui incluait environ 150 patients qui avaient des lésions anopérinales actives à l'initiation. Et dans cette population, on avait environ 40% d'efficacité clinique à 6 mois, qui était basée sur un critère aussi pas très robuste, l'appréciation du clinicien. Et dans cette population, c'est illustré, c'est peut-être petit sur la figure, c'était très majoritairement des patients qui avaient déjà été exposés à 2 anti-TNF, donc une population quand même assez réfractaire. Et on a une étude avec des résultats similaires réalisés en Chine, où là on avait aussi des données d'IRM, et donc on est aussi autour de 40% de rémission clinique. Sur la base de l'imagerie, on avait à peu près les mêmes chiffres. C'était des malades qui étaient un peu moins sévères, il y en avait un tiers qui n'avaient pas été exposés à un anti-TNF. Pour le vedolizumab, on a des données un peu plus discordantes. On a une étude du GTED qui est assez proche en termes de design que celle de l'ustekinumab. Et là, on avait des patients qui étaient aussi assez réfractaires, 9 ans d'évolution de leur maladie fistulisante, très peu de naïfs d'anti-TNF et 80% avaient déjà eu 2 anti-TNF, 60% avaient un céton en place au moment de l'initiation du vedolizumab, et là on avait un quart des malades qui avaient une efficacité clinique à 6 mois basée sur l'appréciation du clinicien, et 50% des patients qui avaient arrêté le vedolizumab à 1 an. On a une étude de phase 4, donc une étude bien conduite prospective, sans bras placebo, qui évaluait 2 schémas d'induction du vedolizumab. Les effectifs sont très petits, et ça c'est vrai que c'est le cas maintenant pour tous les essais qui sont en cours sur les LAP. Il y a beaucoup de difficultés d'inclusion, et encore plus si vous avez un bras placebo. Donc c'est vrai que c'est une question vraiment difficile. Mais là, on avait 28 patients. On voit que ce sont des patients qui sont moins sévères au départ. Ils avaient 3 ans d'évolution en médiane de leur maladie fistulisante périnéale, 20% de naïfs d'anti-TNF, et il y avait plus de patients avec un céton. Et là, on est sur un taux de rémission, un taux de fermeture de fistule à 6 mois qui est assez proche de ce que je vous ai montré avec l'ustekinumab. L'explication, la discordance entre les 2 études, c'est vrai que c'est probablement sur le profil de la population, des patients qui ont une évolution de leur maladie qui est moins péjorative entre les 2 études. Maintenant, si on passe aux nouvelles thérapies avancées, notamment les petites molécules, l'upadacitinib. Donc ça, c'est des résultats qui ont fait du bruit, qui ont été présentés à ECHO cette année. C'est une étude post-hoc sur l'essai de phase 3 qui a permis d'avoir l'AMM dans la maladie de Crohn, qui avait inclus 140 patients avec une atteinte fistulisante, mais il n'y en a que 66 qui avaient une évaluation anopérinéale. Et on a les résultats à la semaine 12 à la semaine 52 sur la fermeture, en tout cas sur l'arrêt des écoulements. Et on voit qu'à la semaine 12, on a 50% de patients, mais les effectifs sont petits, qui ont une amélioration, en tout cas une guérison. Et par contre, à la semaine 52, on voit que les chiffres sont moins bons, on a beaucoup moins de patients. Donc on a besoin de données, déjà il faudrait que le papier soit publié, on a besoin de données complémentaires pour vraiment répondre à la question. On sait qu'avec les JAK, avec cette classe de médicaments, le taux, la dose est très important pour l'efficacité, également pour la tolérance. Donc c'est vrai que et on voit avec l'infliximab, on a besoin des taux résiduels très élevés. La question c'est est-ce que dans cette population
pour les JAK, il faudra des taux plus élevés que pour mettre en rémission la maladie luminale. C'est une question. La difficulté, c'est voilà, que la tolérance, elle est aussi liée à la posologie. Et donc, on a une balance bénéfice-risque entre l'efficacité avec des doses élevées et la tolérance du traitement en termes notamment d'infection sévère de zona. Mais on a d'autres arguments pour l'efficacité des JAK quand même. Le filgotinib, pour lequel il y a eu un essai de phase 2 dans cette population, le filgotinib, vous savez, il n'a pas l'AMM même dans la maladie de Crohn parce qu'il y avait un essai de phase 3 qui a été négatif en induction, positif en maintenance, probablement sur également une problématique de dose. Il aurait peut-être fallu des doses un peu plus élevées dans cette population. Mais il y avait cette étude de phase 2, on avait quand même 57 patients randomisés. Les patients majoritairement en échec d'un anti-TNF, 90% avec une fistule complexe. Et on voit là sur un critère à la semaine 24, fermeture des fistules à l'examen clinique et absence de collection de plus de 1 cm. On a cet effet dose qu'on voit. Le filgotinib 200 mg, c'est la dose qui est la MM dans la rectocolite hémorragique. On avait 50% des patients. Il n'y a pas de différence significative, mais on a une claire tendance pour une efficacité de cette classe de médicaments. L'intérêt aussi de cette classe de médicaments, c'est la rapidité d'action. Maintenant, ils sont utilisés de plus en plus dans la colite aiguë sévère. Et donc, c'est ce qu'on voit aussi dans les formes anopérinéales, là sur le score PDAI, où vous avez en bleu les patients qui avaient le filgotinib 200 mg par jour. Et on voit que dès la semaine 2, la semaine 4, même s'il n'y a pas de différence significative, mais on voit qu'il y a un impact, il y a une diminution concernant les symptômes. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant pour nos patients potentiellement réfractaires, d'essayer de les améliorer sur le plan clinique rapidement. Une nouvelle classe de médicaments qui va arriver très vite, les anti-L23. Est-ce qu'ils sont plus efficaces que l'ustekinumab dans les LAP? Donc aujourd'hui, on en a deux qui vont arriver dans la maladie de Crohn. Le risankizumab, qui est déjà utilisé depuis plus d'un an aux États-Unis. Nous, en France, on est toujours sur les processus de discussion de remboursement, mais on espère l'avoir en septembre. Le guselkumab, on l'aura un peu plus tard. Mais là, ces deux essais face à face comparant ces deux médicaments avec l'ustekinumab, avec une étude qui a montré la non-infériorité, mais également la supériorité comparée à l'ustekinumab sur des critères secondaires. Vous avez la rémission endoscopique, la rémission profonde qui inclut la rémission clinique et la rémission endoscopique, avec des différences pour le risankizumab de l'ordre de 10 à 15% comparé à l'ustekinumab. C'était une étude ouverte. Et le guselkumab, ça c'est des résultats qui ont été présentés la semaine dernière à la DW, donc c'est vraiment des résultats très, très récents. Et donc là, cette étude a montré une efficacité supérieure du guselkumab sur ces critères également, la rémission endoscopique à la semaine 28 et la rémission profonde, avec aussi une différence de l'ordre de 10%, peut-être une tendance pour une efficacité, en tout cas numériquement, on voit que c'est un peu plus élevé, même si c'est difficile, on ne peut pas comparer directement les essais guselkumab versus risankizumab. Bien sûr, ces données, c'est dans la population globale maladie de Crohn, pas chez les patients qui sont atteints de forme anopérinéale. Et donc si on veut essayer d'avoir des données dans cette population, on a une cohorte française en vie réelle de 175 patients qui avaient été traités. On voit qu'il y en avait 40% qui avaient des lésions anopérinéales à l'initiation du risankizumab. Globalement, donc ça c'est toute forme maladie de Crohn confondue, 80% des patients maintenaient le traitement à 1 an, sachant que c'était des malades très sévères. Et ce qu'on a pour les patients avec maladie de Crohn, il y en avait 60 qui avaient une atteinte périnéale active. Et à 1 an d'initiation, il y en avait un tiers qui était décrit en rémission, un tiers décrit avec une réponse, basée aussi sur des critères à l'appréciation du clinicien difficiles d'évaluer de façon robuste. Mais on va dire que c'est encourageant, d'autant plus que ce qu'on sait avec l'ustekinumab. Bien sûr, on a besoin de données complémentaires. Et on attend la réponse dans 5 ans. On a un essai qui vient d'ouvrir, un essai contrôlé randomisé avec le guselkumab contre placebo. La crainte qu'on peut avoir, c'est que est-ce qu'ils vont réussir vraiment à avoir la taille d'effectif qui va pouvoir répondre à la question. On sait que ces études contre placebo dans la maladie de Crohn anopérinéale ont beaucoup de mal à inclure parce qu'évidemment, proposer un placebo chez un patient qui est très symptomatique, c'est difficile. Mais ça générera quand même des données qui vont nous aider probablement à mieux positionner les différentes molécules. La combiothérapie, donc c'est ce qu'on utilise de plus en plus.
mais ça reste très empirique. Il n'y a aucune donnée détaillée dans les formes anopérinéales. Là, je présente juste une étude. On n'a que des cohortes rétrospectives, multicentriques. On a à peu près 100 patients ici. Vous avez 2 populations de patients, en résumé, qui vont avoir une combiothérapie. C'est des malades qui sont multiréfractaires, chez qui on va redémarrer une thérapie avancée qu'ils ont déjà eue, mais avec laquelle ils ont répondu partiellement, ou les patients qui ont 2 maladies inflammatoires, une maladie digestive, une maladie articulaire, avec un traitement qui ne permet pas de contrôler les 2 maladies, donc on donne deux traitements. Et donc ce qu'on sait, c'est que les malades qui ont 2 maladies inflammatoires, globalement, ils répondent mieux à la combiothérapie que ceux qui sont multiréfractaires, avec des données à la louche qui sont à peu près un quart des patients qui sont décrits en rémission, et un peu plus, 40%, qui vont avoir une amélioration de cette combiothérapie. Mais c'est vrai que c'est des critères qui sont très imprécis, et donc on a besoin de données complémentaires dans les labs. La question du drainage, est-ce qu'il est nécessaire à l'initiation de la biothérapie? Donc là, on a des méta-analyses qui essaient de répondre à cette question. Sur le critère guérison de la fistule, on est sur des études qui ne sont pas très robustes. Mais donc là, ils comparaient la stratégie anti-TNF seule versus chirurgie plus anti-TNF. On voit qu'on n'avait pas de différence significative, mais on avait une hétérogénéité dans cette méta-analyse qui était quand même assez élevée, donc ça reste difficile à interpréter. Et la comparaison chirurgie versus chirurgie plus biothérapie, on voit que la combinaison chirurgie plus biothérapie était plus efficace concernant la réponse clinique que la chirurgie seule. Donc le message, c'est que c'est vraiment une association de traitements, hein. C'est que probablement les deux séparément ne sont pas assez efficaces, il faut vraiment associer toujours une biothérapie à la chirurgie. Donc en conclusion, les tendances en 2024, d'après moi, pour la première ligne, on reste toujours sur l'infliximab en combothérapie avec une stratégie proactive de taux résiduel et d'optimisation précoce si nécessaire. En deuxième ligne, on a d'autres différentes possibilités, l'ustekinumab, l'adalimumab chez des malades potentiellement qui ont peut-être très bien répondu à l'infliximab et qui ont une perte de réponse secondaire. L'upadacitinib sur la base des données qu'on a, sachant comme c'est une molécule qui agit rapidement, on peut aussi vite se faire une idée sur son efficacité et potentiellement switcher le patient si on n'a pas de réponse. Et après, la question, le vedolizumab qu'on peut bien sûr utiliser en monothérapie, mais peut-être qu'en combiothérapie, ça peut être spécifiquement intéressant dans cette population. Et les anti-L23, pour lesquels on a besoin aujourd'hui de plus de résultats, mais c'est une classe qui est prometteuse dans l'avenir dans cette population. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Sujet difficile et là on a une bonne actualisation. En attendant les questions de la salle, je voulais juste demander qu'est-ce qu'on combine dans la combiothérapie en fait? Ouais. Donc la combiothérapie, il y a la question de l'efficacité, de la tolérance bien sûr. Donc ce qu'on fait nous généralement, c'est un anti-TNF avec le vedolizumab ou l'ustekinumab à l'heure actuelle. On peut aussi faire vedolizumab et ustekinumab ensemble. La problématique d'associer l'anti-TNF à un inhibiteur de JAK, c'est vrai que sur la tolérance, on sait que c'est 2 médicaments qui sont associés à des risques d'infection spécifiquement. Donc il n'y a pas de contre-indication évidemment, mais en première intention, c'est vrai qu'on va privilégier plutôt ces traitements. Après, ça dépend beaucoup évidemment du patient parce que c'est des problématiques, on n'a pas de données dans la littérature et donc ça dépend du profil du malade. Mais majoritairement, c'est ça les combiothérapies utilisées. D'accord. Des questions dans la salle? Nadia, un micro devant. Juste une question. En fait, on utilise de plus en plus le remsimab sous-cutané. Quelle stratégie de passage, induction ou mise en rémission par l'IV et puis passage à la sous-cutanée ou induction dès le départ? Ouais, c'est une très bonne question. On n'a pas de données vraiment pour répondre à cette question. Les études qui ont montré en tout cas une équivalence en termes de pharmacocinétique entre la forme sous-cutanée et la forme intraveineuse. On a aussi des données maintenant qui ont été générées pour dire que c'est non inférieur en termes de rémission clinique, mais c'est dans la population globale maladie de Crohn. Il n'y a pas d'interdiction à passer en sous-cut. Nous, c'est vrai qu'on réfléchit quand même parce qu'on a plus l'expérience évidemment avec l'intraveineux. Donc on va probablement avoir des données qui vont arriver, savoir si on a la même stratégie sous-cut IV. Pour l'instant, c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à essayer de poursuivre ces malades en intraveineux parce qu'on les monitore mieux aussi, on les voit plus souvent. Mais je pense qu'on va avoir des données peut-être qui vont nous dire que la sous-cutanée, c'est équivalent de cette population. Dernière question. Vous restez à Saint-Antoine sur la
la stratégie step-up en dosant, ou plutôt vous faites du top-down dans les labs quand elles sont sévères d'emblée? Ouais. Non, là, on va faire du top-down. En tout cas, on vise vraiment, on tape fort et on va optimiser très rapidement. Justement, passer à 10 mg kg toutes les 4 semaines, assez précocement. Avoir des bonnes doses aussi d'azatioprine, c'est important parce que cette molécule a quand même montré son efficacité en monothérapie dans les laps. Donc je pense qu'il y a un effet synergique entre les deux sur la réduction de l'immunogénicité, mais il y a aussi un effet propre de cette molécule, l'azatioprine. Donc il faut vraiment être sur des doses de 2 mg kg au minimum et ne pas hésiter, comme je l'ai dit, à optimiser très rapidement les patients parce qu'on sait qu'il faut les traiter les plus précocement possible, sinon après on n'y arrivera pas. Autre question, Mélanie? Merci beaucoup pour cette présentation. En ce qui concerne la combothérapie, à quel moment on se dit dans l'expérience de Saint-Antoine et d'ailleurs si d'autres veulent répondre, qu'on peut arrêter l'Immurel alors qu'on pense quand même que ça a un vrai effet dans la prise en charge? Ouais. Donc, en pratique, à Saint-Antoine, ce qu'on fait, c'est dans toute forme de Mickey. On fait au moins 6 mois de combothérapie. Pourquoi? Parce qu'on sait que les anticorps anti-infliximab, ils se développent vraiment majoritairement dans les 6 premiers mois, les 3/4. Dans l'année, c'est 90% si ça doit arriver. Donc, en fonction des équipes, c'est 6 mois, 1 an. Donc ça, c'est globalement dans les Mickey. Pour les patients avec des LAP, c'est vrai que je ne vais vraiment pas hésiter à prolonger les traitements si c'est bien toléré. Parce que là, on est vraiment sur des formes très sévères avec des pronostics quand même fonctionnels pour les patients. Et donc là, il ne faut pas s'interdire de faire plus longtemps la combothérapie. Et après, on réévalue le malade avec une IRM cliniquement. Et en fonction de sa réponse, s'il a vraiment une très très bonne réponse, on va envisager l'arrêt de l'azatioprine. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la même situation qu'une forme luminale. Là, il ne faut vraiment pas hésiter à prolonger plus longtemps. Merci. Dernière Bonjour. petite question. Quel est l'intérêt d'optimisation de l'infliximab chez les patients en fait, qu'on le met sous traitement et qu'il répond bien cliniquement? Ouais. C'est-à-dire que si vraiment tu as une très bonne réponse, évidemment, avec des taux qui ne sont pas au-dessus de 15-20, je suis d'accord qu'il ne faut pas forcément l'optimiser. Après, souvent, c'est des patients qui mettent quand même du temps à répondre, avec des objectifs, des critères entre la clinique, l'IRM. Je pense qu'il faut quand même assez vite répondre parce qu'il y a aussi des pertes de réponse secondaires. On sait que les patients qui ont des taux élevés, ils répondent mieux au long cours, des taux résiduels élevés. Donc je pense que c'est des arguments qui nous font dire qu'il faut essayer de taper fort, même si tu as une réponse significative au départ, quoi. Il y a une toute petite question là sur le fil. Y a-t-il encore une place pour le méthotrexate? Le méthotrexate, en soi, il est efficace en monothérapie dans la maladie de Crohn, mais pas forcément spécifiquement sur les formes anopérinéales. Donc, on a beaucoup plus de données pour la combothérapie avec l'azatioprine comparé au méthotrexate. Donc, chez les malades qui sont intolérants à l'azatioprine ou qui ont une contre-indication, on va leur donner du méthotrexate. Mais je pense qu'il faut vraiment privilégier l'azatioprine dans cette indication. Merci beaucoup.